Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On tourne tout de suite le regard vers les Jeux de Pékin où la France tient sa deuxième médaille. Yoann Claret décroche l'argent en descente. Axel May, l'histoire est d'autant plus belle que le Français est le doyen de la délégation bleue. Oui, 41 ans depuis un mois, jamais médaillé aux Jeux jusqu'à présent. Le voici pour sa 4e participation à la Grand-Messe hivernale. En argent, rendez-vous compte, le natif d'Annecy, élevé à Tignes, devient même le plus vieux médaillé olympique de l'histoire en ski alpin. Incroyable, me direz-vous. Quand on regarde sa carrière, on se rend compte que Yo, l'un de ses surnoms, s'est bonifié avec le temps. Il a même fini 2e en Coupe du Monde le mois dernier à Kitzbühel. C'est la Mecque des descendeurs, capable de flirter avec les limites dans une discipline où les sorties de piste à plus de 120 km/h ne sont pas rares. J'ai encore beaucoup de passion pour mon sport. Le principal secret est là, disait avant l'épreuve Tonton, l'un de ses autres surnoms. J'ai tout fait un peu tard et j'ai presque l'impression d'avoir commencé ma carrière à 30 ans, après pas mal de blessures, expliquait-il aussi, sur la piste de Yongqing, créée ex nihilo au milieu des montagnes rocheuses sans neige au nord-ouest de Pékin. Claret s'offre là, évidemment, sa plus belle médaille, avec 10 dixièmes seulement de retard sur l'un des favoris, le Suisse Beate Feucht. Axel May du service des sports d'Europe 1. Voilà, bravo donc à Tonton Yo, late bloomer, comme on dit. La crise ukrainienne maintenant, Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Moscou pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Et le temps suspendra réellement son vol au-dessus du Kremlin puisque les deux dirigeants se sont promis de ne pas regarder leur montre. Discussion pour aller au fond des choses. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est diplomatique, obtenir une promesse de désescalade de la part des Russes. Il est aussi politique, Louis Dragnel. Oui, si le président français est aujourd'hui à Moscou, c'est parce qu'il est persuadé qu'il peut obtenir un geste, un signal de désescalade. Sinon, explique un conseiller, il n'y serait jamais allé. L'entourage d'Emmanuel Macron, assez confiant, relate même cette phrase que Vladimir Poutine aurait tenue au président français. « Je t'attends, je veux aller au fond des choses avec toi ». En fait, Emmanuel Macron veut montrer que personne d'autre que lui, c'est-à-dire aucun de ses concurrents à la présidentielle, ne serait capable de tenir tête à Vladimir Poutine. Qu'il est le seul à avoir la stature et l'autorité face aux puissants. Un message aux électeurs français. Mais c'est un pari très risqué car il ne fonctionne que si Vladimir Poutine change réellement sa position, que si le chef de l'État parvient à convaincre son homologue russe, un Vladimir Poutine qui méprise les responsables européens et préfère discuter du sort de l'Europe avec le président américain. Il ne faudrait donc pas que Poutine se serve de cette volonté d'Emmanuel Macron de sauver la paix en Ukraine pour gagner du temps, ce qui serait catastrophique pour le président français à la veille de la présidentielle. Emmanuel Macron se rendra demain à Kiev pour un entretien avec le président Volodymyr Zelensky. Il passera ensuite à Berlin pour un débriefing avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda. En tout, Emmanuel Macron aura parlé à 3 reprises à Vladimir Poutine ces derniers jours. Une hypothèse cependant. Et si tout était déjà réglé sur le dossier ukrainien et s'il existait un accord secret entre le Kremlin et Joe Biden? Eh bien, ça n'est pas exclu. C'est ce que nous racontera Vincent Hervouette juste après ce journal. Au Canada maintenant, l'occupation de la capitale Ottawa se poursuit et le mouvement des camionneurs menace de faire tache d'huile. La situation est hors de contrôle. Nous sommes en train de perdre la bataille. Déclaration du maire d'Ottawa qui décrète l'état d'urgence. Plusieurs centaines, peut-être 1 millier de camions occupent la capitale canadienne depuis maintenant 10 jours. Les routiers réclament la levée des restrictions sanitaires. Les manifestations se sont ponctuellement étendues ce week-end à d'autres grandes villes, Toronto, Winnipeg ou encore Québec. Il est 7h05 sur Europe 1, la campagne pour l'élection présidentielle. Il est en train de bousculer la gauche. Hier à Marseille, le communiste Fabien Roussel a marqué sa différence avec ses principaux concurrents. Près de 4000 personnes pour son premier grand meeting et une certitude, Fabien Roussel est persuadé de pouvoir créer la surprise à gauche. Le candidat a le sens de la formule, il parle de ruissellement en opposition au ruissellement cher à la Macronie. Il fait aussi des propositions quitte à hérisser le poil de sa famille politique. Alexis de la Fontaine. Oui, sa candidature et ses positions sont anticonformistes à gauche. Il n'a aucun tabou. C'est un vrai combat aussi de protéger notre République qui est régulièrement encore attaquée par un terrorisme islamiste qui existe aussi et que nous devons combattre avec autant de force. Et je le dis parce que certains y laissent la vie dramatiquement. Ensuite, Fabien Roussel veut porter une parole d'espoir et de bonheur, comme son slogan « La France des jours heureux ». Contrairement à ses concurrents qui énumèrent les catastrophes environnementales, sociales et même géopolitiques, lui ne fait pas partie de la gauche déprimée et fataliste, souffle un de ses proches. Fabien Roussel se démarque d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot sur plusieurs points clés de son programme. Il est en faveur du nucléaire, il souhaite renforcer la police et la gendarmerie et il ne propose pas la légalisation du cannabis. Pour terminer,
Fabien Roussel veut s'inscrire dans les pas de Georges Marchais, leader du PC durant plus de 20 ans. Hier à Marseille, son fils Olivier Marchais est venu apporter son soutien au candidat communiste qu'il a choisi comme parrain pour ses propres enfants. Alexis de La Fontaine est selon le baromètre Opinionway Les Échos. Fabien Roussel est crédité de 4% dans les intentions de vote devant Anne Hidalgo et ex-aequo avec Christiane Taubira et Yannick Jadot. C'est 3 points de plus qu'en novembre dernier. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, saura aujourd'hui s'il peut sortir de prison. Il est incarcéré à la Maison de la Santé à Paris après une condamnation dans l'affaire des primes en liquide au sein de son ministère. La justice lui reproche de ne pas avoir payé à temps les amendes dont il devait s'acquitter. C'est aujourd'hui chose faite. William Molinier, Claude Guéant devrait donc sortir. Oui, d'autant que le parquet a émis le mois dernier un avis favorable à sa demande de remise en liberté. Claude Guéant devrait donc pouvoir sortir de prison dans les prochaines heures. Il a réglé, selon nos informations, l'intégralité de ses amendes en contractant des emprunts auprès de ses proches. Entre-temps, dans l'affaire des sondages de l'Élysée, il a été condamné le 21 janvier à 1 an de prison, dont 8 mois ferme avec un mandat de dépôt différé. Ce qui signifie que le tribunal souhaite que la partie ferme de sa peine soit purgée derrière les barreaux. Mais il a fait appel de ce jugement, ce qui suspend automatiquement la condamnation de première instance ainsi que le mandat de dépôt. Après 2 mois de détention, Claude Guéant est décrit par son entourage comme très affecté et en colère, avec l'impression d'avoir été publiquement humilié. Un de ses proches nous confiait il y a quelques jours encore qu'il éprouvait un fort sentiment d'injustice et qu'il avait à cœur à sa sortie de prison de rétablir son honneur et livrer sa vérité. Il fallait s'y attendre, faute de pouvoir compter sur l'ensemble de son parc nucléaire. Le gouvernement a donc autorisé le recours au charbon pour produire de l'électricité. C'était ça ou la panne. La mesure est encadrée et limitée dans le temps jusque fin février. À Cordemais, en Loire-Atlantique, on a donc remis en route la centrale à charbon. La mesure divise comme à chaque fois. Les écologistes se désolent, les habitants se félicitent. Thibaut Hu. Revoir les réacteurs de la centrale tourner à plein régime, c'est d'abord un signe de bonne santé pour l'économie de la ville. C'est l'un des arguments de Daniel Guillet, le maire de Cordemais. Elle apporte des financements, c'est ce qui nous a permis de nous développer d'ailleurs avec les équipements de qualité que l'on a, c'est aussi grâce à cette centrale depuis des années. Et même si la centrale va tourner plus que d'habitude, ça ne fait pas peur aux habitants comme Roger. Il y a très peu de fumée. Et au niveau nuisance, autrement, il y a de temps en temps un peu de bruit quand il lâche de la vapeur. Mais bon, c'est pas très souvent. Pas trop de nuisances, si ce n'est pour le climat. Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement, y voit lui une nouvelle faille écologique. C'est quelque chose qui est nuisible pour la qualité de l'air, qui est pas bon pour le climat et qui montre que le nucléaire est intermittent, pas fiable et qu'il faut vraiment se remettre à niveau sur les énergies renouvelables. On est en retard en France, on est parmi les mauvais élèves de l'Europe. Et les centrales à charbon ne vont pas disparaître tout de suite. Celle de Cordemais devrait cesser de fonctionner d'ici 2024. Thibaut Hu. Allez, un mot de rugby. Les Bleus entament le tournoi des 6 nations par une victoire sur l'Italie, 37-10. C'est le bon début pour l'équipe de France. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres.